4 mâts, 3000 mètres carrés de voiles gonflées par le vent. Le Starflyer glisse sur les eaux profondes du Pacifique Sud. Dans le sillage de Wallis, de Cook et de Bougainville, premier navigateur à avoir atteint il y a plus de 250 ans cette région du monde, nous arrivons en vue de Tahiti. Perdu au cœur du Pacifique, à des milliers de kilomètres de l'Asie, de l'Amérique ou de l'Australie, les îles de Polynésie avec leurs lagons bleu turquoise symbolisent toujours l'image du paradis terrestre. Jour après jour, naviguant d'île en île, nous allons découvrir qu'au-delà de ces paysages de rêve qui attirent les voyageurs du monde entier, la culture polynésienne demeure bien vivante. Dans cette culture, où la langue, les danses et les chants ont tant d'importance, les Polynésiens honorent la mémoire de leurs ancêtres arrivés jusqu'ici en pirogue, au terme de longs mois de navigation. Nous allons parcourir les îles de la société toutes voiles dehors, depuis Tahiti jusqu'à Bora Bora, la perle du Pacifique. C'est dimanche. À Papeete, la capitale de Tahiti, comme dans toutes les villes de Polynésie française, la messe dominicale attire de nombreux fidèles. Des femmes notamment qui arborent pour l'occasion de magnifiques chapeaux blancs. Alors que ce sont les Français catholiques qui ont colonisé Tahiti, ce sont les protestants, souvenirs de la lointaine occupation anglaise, qui sont aujourd'hui les plus nombreux. 2 siècles d'évangélisation sont venus à bout des croyances ancestrales et des rites païens. Mais aujourd'hui encore, c'est en polynésien qu'on dit la messe. En ce dimanche matin, un autre lieu de rassemblement profane, celui-là, attire à lui de nombreux fidèles amateurs de fruits, de fleurs et de légumes en tout genre. Pour rien au monde, Marie-France et Pamela ne manqueraient leur rendez-vous matinal au marché de Papeete. Sous cette halle de verre et de métal, arrivent chaque jour par bateau ou par avion pour les îles les plus lointaines, comme les Australes ou les Marquises, toutes les saveurs et les parfums des archipels de Polynésie. Maman, ini menterapkan. Ya, aquí va. Je viens au marché le dimanche, c'est pour uniquement les légumes. C'est juste là dehors, hein, des légumes. Comme le dimanche, c'est un peu... c'est pas cher. Et on profite le dimanche pour venir ici. Là, c'est de la canne à sucre qu'on prépare en jus. On le presse à la demande. Nature, soit en citron, soit avec du citron. Soit en bouteille ou soit en verre. Ourou, le fruit de l'arbre à pain, chou chinois, taro, igname, tous les produits de la cuisine traditionnelle sont vendus ici. Sans oublier naturellement la pulpe de noix de coco. On le fait naturellement, on le coupe, on le râpe, alors on le met directement dans la machine. Mais pressé, il n'y a pas de problème.
Pendant que Marie-France et Pamela rentrent chez elles préparer le Ma'a Tahiti, repas traditionnel du dimanche, à l'église, la cérémonie se poursuit au son des hyménées, ces chœurs issus du métissage entre les anciens chants polynésiens et les cantiques apportés par les missionnaires. Au cours du XIXe siècle, la France impose progressivement son protectorat sur Tahiti et finit en 1880 par annexer le royaume de Pomaré V, le dernier souverain polynésien. Tahiti se voit contrainte de respecter, comme les colonies d'Afrique ou d'Asie, les traditions républicaines, à commencer par la fête nationale. Mais les parades militaires et les discours officiels n'ayant que peu d'écho, le 14 juillet se transforme peu à peu en fête traditionnelle de l'Eiva, le mois de juillet en polynésien. Courses de pirogues, lancers de javelots, ces fêtes populaires sont surtout l'occasion de concours de chant et de danse. Chaque association s'y prépare avec la volonté d'affirmer son lien avec l'histoire polynésienne. S'appelle Tamari Fanatea et le thème qu'on a décidé de défendre cette année, c'est la protection de la pointe Tata'a. La pointe Tata'a est située à la côte nord-est de l'île de Tahiti. Dans la culture traditionnelle, dans le panthéon polynésien, la pointe Tata'a, c'est le lieu d'envol des âmes. Et il se trouve qu'en fait, il y a un projet immobilier qui veut se construire sur cet endroit symbolique. Et c'est au travers de deux chants qu'on veut défendre en fait, toute la valeur symbolique et culturelle de ce lieu, histoire qu'on ne l'oublie pas. Quelque part dans les paroles, on demande au peuple polynésien de se réveiller et de prendre conscience en fait, de ce qui fait la richesse de son pays, de sa culture. C'est un moyen qu'on a trouvé pour le faire. On ne sait pas si c'est le bon, mais on en a au moins un. L'intégration à la France n'a donc pas signifié l'abandon de la culture polynésienne. L'histoire de cette culture essentiellement orale se dessine aujourd'hui grâce aux travaux des ethnologues, des archéologues et des linguistes. Les ancêtres des Polynésiens ont migré progressivement de l'Asie du Sud-Est en direction de la Nouvelle-Guinée, puis des îles Salomon, qu'ils atteignent vers 1600 avant Jésus-Christ. Ils naviguent ensuite vers les îles Fidji, Samoa et Tonga pour arriver aux environs de l'an 1000 avant Jésus-Christ dans les îles de la Société. Les premiers Polynésiens s'installent donc dans ces îles à la végétation luxuriante mais au relief en évolution permanente, comme nous l'explique Dominique Raymond, sismologue et géophysicien à Papeete. Du fait que ces îles sont situées sur une plaque qui se déplace relativement vite à l'échelle géologique, environ 10 cm par an, lorsque ces édifices volcaniques sont trop déviés de l'aplomb du point chaud, le volcanisme s'éteint, l'orage augmentant, leur densité augmente, ces édifices s'enfoncent tout doucement à une vitesse moyenne qui est de l'ordre du millimètre par an. Tahiti est destiné à s'enfoncer, comme ses consoeurs, au fur et à mesure qu'elle va s'éloigner du point chaud. Le lagon va grandir et l'édifice volcanique va devenir de plus en plus bas en altitude, de moins en moins important en superficie. Pour l'heure, Tahiti possède encore le charme des îles jeunes.
Ces montagnes verdoyantes et ces cascades d'eau fraîche ont sans doute autant que la beauté des Vainés séduit les premiers voyageurs arrivés ici au terme de longs mois de navigation sous le soleil torride du Pacifique Sud. Notre séjour à Tahiti s'achève. Avant de rejoindre notre grand voilier, nous nous rendons à la Pointe Vénus, devenue depuis quelques années l'un des lieux de rendez-vous préférés des surfeurs. Au-delà des phénomènes de mode, ce sport où l'homme rêve de ne faire qu'un avec la vague s'inscrit dans le mode de vie et les traditions séculaires des Polynésiens, peuple de la mer. Au cœur de la nuit, le Starflyer largue les amarres et s'éloigne lentement des lumières de la ville. Nous commençons notre aventure polynésienne en mettant le cap sur l'île sœur de Moorea. Au petit matin, nous filons toute voile dehors en direction de la baie d'Opuno'u, que découvraient il y a près de 250 ans James Cook et les marins de l'Endeavour. Les temps ont changé et le Starflyer n'est pas l'Endeavour. Qu'importe. Cette montagne puissante au sommet déchiqueté tombant dans la mer demeure toujours l'un des plus beaux paysages de toute la Polynésie. Une fois à l'intérieur de la baie, les marins affalent les voiles. Nous jetons bientôt l'ancre. Les premières chaloupes sont mises à l'eau et se dirigent vers le rivage. Pendant que les passagers découvrent les paysages de l'intérieur de l'île,
nous prenons la direction du lagon, en compagnie de Nicolas, qui dirige l'un des nombreux clubs de plongée de Moorea. En fait, les passes, c'est les passages qui vous permettent d'aller du lagon à l'extérieur vers l'océan. Voilà. Et tout autour de Moorea, il y a cette barrière de corail qui protège le lagon. Et de l'autre côté, là où on va les plonger, donc ça va être sur la pente externe, et c'est là où vous allez trouver pas mal de requins. Qu'est-ce qu'on fait là, Nicolas? Là, on prend un mouillage pour éviter d'abîmer le récif corallien. C'est-à-dire qu'en fait, le mouillage, c'est une bouée avec un bout qui va directement au fond. Donc au lieu de mettre l'ancre à chaque fois, on prend toujours le même bout et ça évite de détériorer les coraux. Nous commençons alors un incroyable voyage dans un monde de silence et de transparence, peuplé de poissons, de coraux et de plantes aux couleurs éclatantes. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir des bons coraux plus tard. Ouais, alors j'ai vu plein de choses. On a vu pas mal de requins, des différents types de requins, des requins citron, des requins pointe noire. On a aperçu une tortue au loin, on a vu des petites murènes, des beaux diodons énormes et un truc assez rare, on a vu un poisson trompette. Celui-là était jaune en l'occurrence. Voilà, puis après tout ce qui est au niveau des coraux, donc on a au-delà des 10 mètres, donc les coraux sont pas en pleine forme parce que les taraméas sont passés, les étoiles de mer là. En fait, les taraméas, elles sont là pour manger tous les coraux. Ce sont des cycles en fait. Les derniers qu'il y a eu sur Moorea, c'était en 69 et en 83. Et après, il faut attendre une petite dizaine d'années pour que les coraux se régénèrent. Et en fait, il faut comparer ça à un feu de forêt, où une fois que le feu a eu lieu, après la végétation repousse de plus belle. Et donc c'est exactement la même chose pour l'écosystème marin. Pendant que les plongeurs se reposent, pour les passagers du Starflyer, le moment est venu de regagner le bord.
Bientôt arrive l'heure de l'appareillage. Comme le veut la tradition à bord, les passagers qui le souhaitent peuvent aider les marins à hisser les voiles. Quand on s'épuise. Pendant qu'à la passerelle, l'officier navigant trace la route et que le voilier s'éloigne doucement de Moorea, le commandant retrouve les passagers pour la traditionnelle présentation de l'équipage. Voilà, c'est notre équipage, enfin une partie de l'équipage. L'autre doit s'occuper du repas et de la navigation. Fidèles à la tradition de Star Clippers, les passagers peuvent circuler librement sur les ponts et sont les bienvenus à la passerelle. Si vous voulez hisser les voiles avec nous, pas de problème, on vous accueillera avec plaisir. Cet après-midi, par contre, je n'ai vu que des femmes à la manœuvre. Vous pouvez venir nous rejoindre à n'importe quel moment, dès l'instant où nous quittons le port ou bien que nous levons l'ancre. Dans les lueurs du soleil couchant, nous mettons le cap à l'ouest en direction de l'île de Wainé. Au matin, Wainé est en vue. Les marins, cette fois sans l'aide des passagers qui dorment encore pour la plupart d'entre eux, effectuent les manœuvres en silence. Le commandant est vigilant. L'entrée de la passe est étroite et n'autorise aucune erreur. Une fois le bateau solidement amarré à un corps mort ancré au milieu du lagon, le débarquement peut commencer. Accompagné d'un piroguier qui profite de l'aspiration de notre sillage, nous arrivons à Wainé. Wainé, c'est la plus secrète et la plus sauvage des îles sous le vent. Peu touchée par le tourisme, elle revendique une véritable authenticité. Par endroits, on a un peu l'impression d'arriver dans ce paradis perdu dont parlent les récits des premiers navigateurs, avec ses rivages frangés de cocotiers abritant des villages de pêcheurs. Ruao est originaire de Wainé et pour rien au monde il ne quitterait son île. Pour faire une maison, il faut 2 mois.
2 mois, 2 et demi, s'il y a les aides à côté. Parce que chez moi, il y a des familles, ça va vite. Et j'ai fait avec du haïto, du cocotier, du ajo et du niaou. De lait tout le temps qui passe. Et c'est pour ça que j'ai fait ouvert la maison. Pas fermé avec des verrouilles. On dort dans une pièce. On n'a pas de chambre. On ne fait pas de chambre. C'est unique. C'est comme un salon. C'est une grande pièce. Mélanie, son épouse, est américaine. À Wainé, elle a non seulement trouvé l'amour, mais également l'inspiration. Il y a quelque chose de très typique dans le visage d'un Polynésien, mais ils sont très mélangés aussi, donc ils sont très attirants. Et puis leur manière aussi de vivre, c'est quelque chose de simple et naturel et en même temps très profond. Philosophiquement, il y a des choses qui m'attirent et qui me fait résonner. Il y a une qualité de lumière. On dit ça d'autres endroits dans le monde aussi. Mais cette lumière-là, elle me fait des jeux qui m'enchantent. Il y a beaucoup de couleurs dans le paysage. Les verts sont très 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 variés. Il y a des jaunes et des rouges dans les verts, même sans la fleur. Hein. Et après, on ajoute les fleurs, les hibiscus qu'on voit partout, et des petits paniers, et des tiarets. Donc il y a toujours des touches de couleurs dans la verdure. Ça j'aime beaucoup. Une nouvelle fois, le Starflyer prend le large. La mer est calme, même en dehors du lagon. C'est le moment rêvé pour les passagers qui veulent se glisser l'espace d'un instant dans la peau d'un pirate des mers du Sud. Du haut de la vigie, les courageux peuvent sans doute apercevoir l'île de Rayatea, vers laquelle se dirige le voilier. Rayatea, dont nous approchons, n'est pas une île comme les autres. C'est ici que seraient arrivés aux environs de l'an 1000 avant Jésus-Christ les premiers peuples en provenance des îles Samoa.
Mais si Raiatea est considérée comme une île sacrée, c'est surtout parce qu'elle serait au centre du triangle polynésien. Selon les légendes, c'est de Raiatea que seraient parties les grandes pirogues, notamment celle du dieu Hiro, premier souverain de l'île, afin de peupler l'île de Pâques, les îles Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Venu nous accueillir avec sa pirogue à balancier, Jean est guide à Raiatea. Mais avant tout, c'est un passionné de l'histoire et des légendes de son île. Nous allons entrer dans la passe sacrée de Raiatea, qui est le Te Avamoa. Dans nos chants anciens, ici, les ancêtres avaient transmis ça oralement. Donc il y a des chants qui parlaient souvent de cette passe et qui parlaient parce que le peuple polynésien est un peuple qui croyait en plusieurs dieux. Mais Raiatea, c'est une île qui est remplie de légendes aussi. Et cette passe, à l'époque de nos ancêtres, cette passe est gardée. Elle était gardée par une grosse pieuvre. Et cette pieuvre, quand il y aura des personnes qui ne sont pas la bienvenue, elle s'étale, elle bloque le passage dans cette passe. Et en s'étalant dans cette passe, elle s'appellerait Te Wahine Tuturi Te Moana Maoroa, c'est-à-dire la grande dame qui bloque le passage de cette passe. Nous débarquons sur un marae, autrement dit un sanctuaire. Sur cette vaste esplanade construite avec des plaques de corail arrachées au récif, se déroulaient les cérémonies et les rituels des anciens cultes polynésiens. Maua tein au te atapue, tahua teira ro matati o tu te matahira i te rei, e pape teu ta vai taratoa, o poa tei te teira patia, warau o te oto te manue. Alors cela voudra dire que le Polynésien, en se présentant, il disait toujours, ma montagne se nomme Te Atapu, ma place se nomme Matati, ma pointe se nomme Matahira, ma baie se nomme Toahiva, ma vallée se nomme Tapu et mon marais se nomme Tapu-Tapu-Atea. Voilà, le Polynésien se présentait comme ça. Et tant qu'il y aurait des Polynésiens autour, ils sauront tout de suite que cette personne descend de telle lignée ou telle lignée. Le Polynésien, il ne voyait pas la force de la personne. Plus tu es grand et gros, plus tu es fort. Plus tu es petit, plus tu ne sers à rien. Cette pierre, elle fait 2,80 m de hauteur sur 0,80 m de large. Donc, pour être roi, dans le temps, disait temps, il faut dépasser les 2,80 m. Le roi, il doit saluer son peuple. Il doit saluer son peuple de la mer, donc son peuple de l'Est. Il se tourne vers le sud. Et quand il parle du sud, le Polynésien, le sud vient le vent glacial, le vent Arueroa. Il se prosterne aussi devant ça, c'est aussi son peuple. Et après, il se retourne vers le nord. Et quand le Polynésien parle du nord, c'est les tonnerres, les éclairs. Donc ça fait partie aussi de son peuple. Alors il se prosterne aussi devant ça. Et en dernier, il se retourne sur sa population de la terre. Il se prosterne. Et à ce moment-là, le peuple qui est là doit crier « Huro, Huro, Huro ». C'est-à-dire gloire au roi. Le roi, ça y est, il a été intronisé, donc il est placé au-dessus de cette pierre.
Nous quittons Rayatea, mais sans sortir du lagon qui protège et unit Rayatea à Taha, notre prochaine escale. Taha est un sanctuaire naturel. Accessible aux seuls bateaux, elle préserve encore davantage que Wainé son caractère sauvage. Cachée au cœur de cette luxuriante végétation tropicale se trouve l'une des richesses de Taha, la vanille. Fruit d'une orchidée, ces gousses de vanille qui mûrissent au soleil ont été cueillies au terme de 9 mois de gestation. Aléatoire dans la nature, cette reproduction est ici contrôlée par l'homme qui féconde artificiellement l'orchidée. Cette technique délicate permet à Taha d'assurer les 3/4 de la production polynésienne de vanille. C'est du côté du lagon que se cache l'autre richesse de l'île, la perliculture. Sans atteindre le dynamisme des îles Tuamotu, les fermes perlières se sont installées avec succès à Taha. On va commencer par chercher les huîtres qui ont des belles couleurs à ce niveau-là. Hein. Ça va être la première huître qui va déterminer la couleur des perles qu'on va avoir. Donc on va les entrouvrir et on peut regarder à l'intérieur avec un petit miroir de dentiste ou avec une petite spatule, donc comme ça, jusqu'à trouver celle qui a les belles couleurs, les couleurs qu'on cherche pour nos perles. Quand on a trouvé la belle couleur, on voit qu'il y a différentes variétés de couleurs. Hein. Ça peut aller dans les verts, ça peut être dans les cuivrés, on peut avoir des jaunes. Quand on a trouvé celle qui a des belles couleurs, on va la sacrifier pour prendre des morceaux de cette partie noire ici. Cette partie noire qui est toujours vivante, c'est ce qu'on appelle le manteau de l'huître. Et c'est la partie qui fabrique la naque de la coquille quand l'huître grandit. Voilà. On va prendre un morceau de manteau, c'est les petits carrés qui ont été coupés à la base du manteau, hein, la lèvre noire de l'huître. Ce qui va déterminer la couleur de la perle en fait. Hein. Tac, on le met dans la poche. Et maintenant on va choisir un nucléus. Donc on choisit un de la bonne taille par rapport à la taille de la poche. On place à l'entrée et maintenant je vais pousser le nucléus pour bien mettre en contact le nucléus et le morceau de manteau. Hein. Et voilà. Pousse bien pour bien mettre en contact. On voit bien ici hein, le nucléus qui est jaune et à côté le morceau de manteau qui est vert. Hein. Après un nouveau séjour dans le lagon, l'huître va recouvrir le nucléus de nacre pour donner une perle de la couleur voulue. Voilà bientôt une semaine que nous naviguons au cœur des îles de la Société. L'atmosphère est devenue chaque jour plus conviviale. Entre les marins de métier et les moussaillons en maillot de bain, on sent poindre désormais une sympathique complicité.
Toutes voiles dehors, le 4 mâts, la proue tendue vers le soleil couchant, se dirige désormais vers l'escale la plus attendue par tous les passagers, Bora Bora. Avec son célèbre lagon qui marie les bleus profonds aux verts les plus transparents et la silhouette caractéristique du mont Otemanu, Bora Bora est de toutes les îles de la société celle qui incarne le mieux l'image du paradis polynésien. C'est à Vaitapé, la paisible capitale de l'île, qu'arrivent aujourd'hui les touristes venus du monde entier pour admirer la perle du Pacifique. C'est avec la Seconde Guerre mondiale que Bora Bora entre dans l'histoire. Face à l'avancée des Japonais dans le Pacifique, les Américains décident d'installer une base militaire et construisent une piste d'atterrissage sur l'un des motus qui entourent le lagon. Les Japonais ne viendront jamais jusqu'à Bora Bora. Mais les Américains, revenus ensuite au pays, assureront la célébrité de l'île. En fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu à peu près 5000 GI américains qui étaient basés à Bora Bora. Une fois que la guerre était finie, tous les GI sont rentrés à la maison. Certains ont laissé des enfants derrière eux, mais ils n'en ont pas forcément parlé à leur famille. Mais en tout cas, ce qu'ils ont dit en rentrant en Amérique, c'est qu'ils avaient trouvé le paradis sur Terre. Et ça a créé une espèce d'envie chez beaucoup de gens de venir en Polynésie. Et une des personnes qui était venue, c'est un écrivain qui s'appelle James Michener. Et il a décrit le lagon de Bora comme le plus beau lagon du monde. Bora Bora, c'est avant tout le lagon. Il couvre une superficie de 78 km², soit 3 fois la surface des terres émergées. Depuis la pointe Matira, où sont installés les hôtels les plus luxueux, nous partons à la découverte du lagon en compagnie de Pierrot. Il organise l'une des attractions les plus célèbres de Bora Bora, le repas des raies et des requins. Ce qu'on nourrit dans le lagon, c'est surtout les pointes noires. Hein? Mais une fois qu'ils dépassent les 2 mètres, ils ne restent plus dans le lagon. Ils sont obligés de partir vers l'océan. Parce qu'ils ont beaucoup besoin de profondeur. Hein? Et des gros nourritures, quoi, comme la bonite, le thon. Ils sont... Avec les raies, ils n'ont pas des dents, mais ils ont la mâchoire très puissante. Hein? Ça aspire les raies. Ils aspirent la nourriture. Par contre, les requins, ils croquent. Pour ça, on a pris de la sardine pour les nourrir. Et c'est très bien pour les requins.
plus de 30 ans qu'on les a nourris. Hein. Même endroit, même heure. Même si nous, on n'a pas des clients de la journée, de 2 ou 3 jours, on est obligé de venir tous les jours les donner à manger, même s'il n'y a pas de clients. À l'époque, on donnait à manger dans la passe. Comme c'est un peu dangereux, c'était très très profond. On a essayé d'appâter dans cet endroit, qu'on peut nourrir pieds dans l'eau. Et on les nourrit comme ça et on peut les toucher, hein, les raies et les requins. Une fois qu'ils ont été appâtés, ben là, c'est la petite famille, quoi. Hein. Mais avec les requins, c'est autre chose. Notre croisière à la découverte des îles de la Société s'achève à Bora Bora. Relayée par les moyens modernes de communication et de marketing touristique, l'image de Tahiti et de ses îles n'a jamais été aussi présente de par le monde. Et pourtant, plusieurs siècles après l'arrivée des premiers voiliers européens, la magie opère toujours. Le mythe de Tahiti, paradis sur terre, répandu par le journal de bord de Bougainville, continue de fasciner les voyageurs. À bord du Starflyer, poussé par les vents du Pacifique, nous quittons Bora Bora, convaincus d'avoir navigué en dehors du temps, au cœur du charme paradisiaque des mers du Sud.